Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder la pharmacothérapie de l'insuffisance cardiaque. Donc, comme pour les deux cours précédents que je vous ai donnés, l'objectif, ça va être d'intégrer des connaissances que vous avez déjà acquises assez récemment en physiologie, en physiopathologie et en pharmacologie. Donc, on va voir ensemble comment est-ce qu'on pratique, on peut utiliser ces différentes classes thérapeutiques pour traiter l'insuffisance cardiaque chez nos patients. Donc pour ce cours, je me suis basé sur les recommandations de la Société européenne de cardiologie sur l'insuffisance cardiaque qui date de 2016. Et puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'insuffisance cardiaque, c'est une pathologie qui est en augmentation depuis une quarantaine d'années. Et ça, c'est vraiment la conséquence d'une diminution des décès par infarctus du myocarde grâce à différentes techniques qu'on a maintenant depuis plusieurs décennies dans le traitement de l'infarctus, notamment pour commencer la thrombolyse qui a été maintenant supplantée par l'angioplastie. On a beaucoup plus de patients qu'on arrive à sauver de cette maladie aiguë qu'est l'infarctus. Et puis ces patients-là, du coup, vont avoir des lésions irréversibles sur leur cœur. Il y a des zones entières après un infarctus qui ne se contractent plus, des zones qui sont mortes, où les cellules cardiaques, musculaires cardiaques ont été remplacées par du tissu fibreux, et ceci mène en fait à une diminution de la force de contraction, de la capacité de contraction du cœur, qui va ensuite rentrer dans un cercle vicieux avec, on verra, euh, la- le, le recrutement de différents systèmes, notamment le système nerveux sympathique, puis également le système rénine, angiotensine, aldostérone, avec peu à peu une péjoration de la fonction cardiaque à cause d'un problème de cercle vicieux. Et donc, du coup, on a de plus en plus de patients qui souffrent de cette maladie chronique. On a moins de patients qui décèdent de la maladie aiguë qui est l'infarctus du myocarde. Et puis, cette maladie cardiaque, du coup, devient chronique et augmente. Donc, comment l'insuffisance cardiaque évolue? Eh bien, on commence, comme je l'ai dit, par un événement aigu hein, qui fait chuter la capacité fonctionnelle du cœur, typiquement un infarctus du myocarde, avec une récupération du patient grâce à ces différentes techniques dont j'ai parlé. Et puis ensuite, on va avoir une certaine accalmie avec une capacité fonctionnelle qui est récupérée. Puis, à différents moments, du parcours du patient, on va avoir des décompensations cardiaques où le patient récupère après sa décompensation, hein, qui nécessite souvent une hospitalisation. On traite le patient, on le verra à la fin de l'exposé avec des diurétiques principalement. Le patient récupère, mais il ne récupère pas complètement. C'est-à-dire qu'on a en fait, on repart d'un niveau de fonctionnalité qui est inférieur au niveau avant la décompensation. Ça reste relativement stable, ça diminue un petit peu, et puis on fait une nouvelle décompensation, puis une nouvelle récupération partielle, puis une nouvelle décompensation, etc. Avec globalement la capacité fonctionnelle qui décroît au fil du temps jusqu'à ce qu'elle soit trop faible pour que le patient puisse vraiment récupérer, et on s'achemine ensuite vers des soins palliatifs, puis un décès. Donc ça, c'est une des manières de décéder de l'insuffisance cardiaque, c'est la perte de fonctionnalité avec tous les œdèmes et les complications sur d'autres organes, notamment rénales, qui vont survenir progressivement. Ça, c'est une manière de décéder. Et puis, à tout moment, le patient peut avoir une deuxième manière de décéder qui est par mort subite, par arythmie. Le tissu cardiaque qui est en souffrance du fait de l'insuffisance cardiaque, on va avoir, du fait de l'augmentation notamment de la précharge liée à ces œdèmes, on va avoir un stress sur la paroi cardiaque, un stress sur les cellules cardiaques qui du coup sont beaucoup plus à risque de faire des arythmies. Alors on va commencer par un petit cas clinique qui va nous accompagner pendant toute la présentation. Donc il s'agit de Monsieur PG qui se présente à votre pharmacie. Monsieur PG est atteint d'insuffisance cardiaque. Donc sa médication actuelle, c'est du lisinopril, qui est un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, IECA.
et puis de l'atorvastatine, qui est une statine contre le cholestérol. Donc, Monsieur PG est insuffisant cardiaque, il a des œdèmes, et donc ces œdèmes doivent être traités par un diurétique. Et donc, quel diurétique serait le meilleur choix pour ce patient? Alors, l'hydrochlorothiazide, qui est un diurétique thiazidique, l'acétazolamide, qui est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique, le furosémide, qui est un diurétique de l'anse, ou bien l'amyloride, qui est un diurétique épargnant potassique. Je vous laisse 30 petites secondes pour y réfléchir. Voilà, donc la bonne réponse, c'était le furosémide, c'était le diurétique de l'anse. Alors pourquoi? Eh bien, les diurétiques de l'anse, pourquoi est-ce que c'est un premier choix en insuffisance cardiaque? C'est simplement les diurétiques les plus efficaces. Là, vous avez un petit schéma qui compare les diurétiques de l'anse avec les diurétiques thiazidiques, et on voit que les diurétiques thiazidiques, au niveau de la diurèse, enfin là, c'est le pourcentage de sodium qui est éliminé, mais c'est tout à fait en corrélation avec la diurèse. Ces diurétiques thiazidiques ont un effet plafond qui arrivent beaucoup plus tôt que les diurétiques de l'anse. Donc les diurétiques de l'anse, c'est les meilleurs diurétiques. Les diurétiques thiazidiques, c'est les meilleurs antihypertenseurs. C'est les diurétiques les plus antihypertenseurs. Ils sont dans les premières lignes de traitement de l'hypertension. Euh, Pas du tout les diurétiques de l'anse, hein. Les diurétiques de l'anse ne sont pas des très bons antihypertenseurs, à part dans certaines situations où l'hypertension est vraiment liée au volume. Mais sinon, c'est vraiment les thiazides, les stars de l'hypertension. Eh bien, les diurétiques de l'anse, c'est les stars des œdèmes. C'est vraiment les diurétiques qui permettent d'éliminer le plus facilement le liquide. Et c'est vraiment ça qu'on veut dans l'insuffisance cardiaque. On veut aider le patient à éliminer ses œdèmes. Alors la seule exception pour l'utilisation des thiazides en insuffisance cardiaque, c'est quand ils sont combinés avec les diurétiques de l'anse. On va le voir à la fin de l'exposé. Au niveau de la décompensation cardiaque, on va devoir donner des grosses doses de diurétiques aux patients pour les aider à récupérer de leur décompensation cardiaque. Là, parfois, on a une résistance aux diurétiques de l'anse qui apparaît. Et bien, cette résistance, elle peut être inhibée par l'ajout d'un diurétique thiazidique en synergie avec le diurétique de l'anse, où on arrive à restaurer en fait une certaine efficacité des diurétiques de l'anse en mettant une petite dose de diurétique thiazidique. Donc ça, c'est la seule exception, mais sinon, on n'utilise pas les diurétiques thiazidiques dans l'insuffisance cardiaque, c'est vraiment les diurétiques de l'anse. Les épargneurs potassiques sont peu efficaces comme diurétiques. Par contre, il y a une exception, c'est les antagonistes de l'aldostérone, par exemple la spironolactone. Donc on ne parle pas des deux autres épargnants potassiques que sont l'amyloride et le triamterène. Eux, ils ne marcheront pas en insuffisance cardiaque. La spironolactone, elle ne marchera pas comme diurétique. Par contre, elle va permettre de casser ce cercle vicieux où le système rénine-angiotensine-aldostérone est impliqué. Et donc pour ça, cette spironolactone va être très intéressante en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection abaissée. On va le revoir. C'est même un agent qui permet de diminuer la mortalité chez ces patients. Et puis les autres diurétiques, par exemple les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, on les utilise jamais en insuffisance cardiaque. C'est pas des très bons diurétiques non plus pour ça. Il y a d'autres indications, mais vraiment pas en insuffisance cardiaque. Donc les diurétiques de l'anse, comment est-ce qu'on les utilise en pratique? Alors il y a quelque chose qui est très important, c'est l'optimisation de la dose. Là, et en plus, cette dose, elle va varier d'un patient à un autre, et puis pour un même patient, d'un moment de son histoire d'insuffisance cardiaque à un autre. Si on donne une dose trop faible, on ne va pas être assez efficace, et là, le patient va accumuler des œdèmes. Ces œdèmes vont amener, disons, un inconfort hein, chez le patient. L'œdème pulmonaire, c'est très inconfortable. Les patients
tous ont de la dyspnée, ils se réveillent la nuit en cherchant leur souffle. Donc c'est très désagréable, c'est important de traiter les œdèmes pour vraiment soulager les symptômes des patients. Et puis toute cette accumulation de liquide, ça peut aussi fatiguer le cœur qui doit se battre contre tout ce liquide, hein, toute cette précharge. Ça, on va revoir après ce que c'est que la précharge. Donc c'est important d'avoir des diurétiques à dose suffisante pour limiter ces œdèmes. Et puis au contraire, on va éviter d'avoir des doses trop élevées. Les diurétiques, ils ne fonctionnent pas directement sur les œdèmes. En fait, les diurétiques vont aider à éliminer le liquide du sang. Le sang va être transformé en urine primitive beaucoup plus facilement avec les diurétiques et donc le volume du sang va diminuer. Et en diminuant, il va y avoir un appel du liquide extracellulaire vers le sang par diffusion passive. Et c'est comme ça qu'on arrive à recruter le liquide des œdèmes et à diminuer les œdèmes. C'est indirectement. Le diurétique ne va pas agir directement sur l'œdème, il va agir par l'intermédiaire d'une diminution du liquide sanguin. Et si on diminue trop vite le liquide sanguin, le patient va devenir, comme on dit dans le jargon clinique, sec en intravasculaire. Et donc, du coup, il va y avoir des hypotensions. Et puis, s'il y a une mauvaise perfusion des néphrons, une insuffisance rénale aiguë. Alors que les reins vont en général déjà pas très bien en insuffisance cardiaque parce qu'ils sont plus super bien perfusés. Mais en plus de ça, si maintenant on déshydrate le patient, on va donner le coup de grâce au rein et on va avoir vraiment des problèmes d'insuffisance rénale aiguë. Donc c'est important de bien doser ces diurétiques. Et comment est-ce qu'on les dose? Eh bien, on va suivre plusieurs paramètres que je vous décline là en dessous. Juste avant, je vous parle des doses équivalentes entre diurétiques. On a deux diurétiques de lance en Suisse, on a le furosémide et le thorazémide. Donc le furosémide, c'est le plus connu, c'est le chef de file de la classe, hein, comme on dit. Euh, et lui a ce petit désavantage qui ne dure pas très longtemps. Son effet dure 6 heures. D'ailleurs, le nom de la spécialité du furosémide, c'est le Lasix. Ça vient de Last 6 Hours. Donc c'est vraiment un diurétique qui a une action assez courte. Maintenant, ça peut être suffisant chez beaucoup de patients d'avoir une bonne diurèse 6 heures par jour, d'éliminer une bonne quantité des œdèmes, par exemple le matin, et puis ensuite ils sont bons jusqu'au lendemain. Donc chez beaucoup de patients, le furosémide en une prise par jour convient très bien. Mais il y a des patients qui nécessitent d'avoir deux doses de furosémide par jour pour avoir une meilleure couverture sur la journée parce qu'ils ont besoin de plus éliminer de liquide. Et là, à ce moment-là, ça va être plus intéressant d'utiliser du thorazémide qui a une demi-vie un petit peu plus longue. Et puis là, dans toutes les situations, le thorazémide, c'est qu'une seule prise par jour. Donc il y a une équivalence de 1 pour 4 ou 4 pour 1. Le thorazémide est 4 fois plus puissant que le furosémide, donc il faut en donner 4 fois moins. 40 mg par jour de furosémide, ça correspond à peu près à 10 mg de thorazémide. Je vous parle encore rapidement du furosémide en intraveineux. Lui, il est 2 fois plus puissant que le furosémide Péros parce que la biodisponibilité du furosémide Péros est d'environ 50%. Il n'y a que la moitié de la dose qui est absorbée. Donc, quand un patient avale 40 mg Péros, ben, en fait, il absorbe 20 mg. Et donc, si on doit lui donner une dose équivalente en IV, on lui donnera 20 mg de furosémide en IV. Ça, ces conversions, c'est important au niveau de la décompensation cardiaque qu'on va traiter par voie intraveineuse à l'hôpital. Ça, j'en parle tout à l'heure. Le suivi qu'on va avoir pour ces diurétiques, ça va être la tension artérielle et puis les signes et symptômes d'insuffisance cardiaque. On va en parler à la dia suivante ou dans 2 dias. On va faire un bilan hydrourinaire si on est à l'hôpital, c'est-à-dire qu'on va mesurer ce que le patient reçoit comme liquide, ce qu'il boit ou ce qu'on lui donne sous forme de perfusion versus ce qui va uriner. Et puis on fait un bilan entre les deux. Et si le patient est là pour une décompensation cardiaque et puis qu'on veut qu'il perde du liquide, on voudra que ce bilan soit négatif. Si le patient est à la maison, il ne va pas faire forcément un bilan hydro-urinaire très précis. On ne va pas lui demander de mesurer l'urine qu'il va produire. On va préférer que le patient mesure son poids. C'est un peu plus simple pour lui. On va recommander au patient de se peser une fois par jour, idéalement le matin
et puis d'utiliser toujours la même balance parce qu'on va être très attentif à des changements de poids de l'ordre de 500 grammes par jour. Donc c'est clair que si on change de balance, on a une incertitude sur la balance qui fait qu'on pourrait louper ce signal d'avoir une prise de poids, par exemple, de 500 grammes par jour, qui serait le signe d'œdème qui sont en train d'apparaître. On va mesurer les électrolytes, puisque les diurétiques, vous le savez, peuvent faire perdre des électrolytes. Les diurétiques de Lens, c'est surtout le sodium, le potassium. Et puis on va mesurer également l'urée et la créatinine, qui sont des signes que le patient peut être déshydraté, voire débuter une insuffisance rénale aiguë. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mesurer au début de manière assez rapprochée, 3 à 7 jours après l'initiation du traitement, ou bien si on augmente les doses, par exemple. Et puis ensuite, on va faire un contrôle périodique qui va même aller jusqu'à une fois tous les 2 3 mois si le patient est relativement stable. Ça c'est quelque chose qui est fait chez le médecin traitant qui voit son patient régulièrement. Les conseils qu'on peut donner aux patients, nous à la pharmacie, les patients qui prennent des diurétiques, c'est bien d'insister sur cette histoire de balance qu'il ne faut pas changer, de l'importance de se peser, parce que c'est le seul moyen de pouvoir objectiver en fait l'apparition d'œdème, et que s'il y a une prise de poids plusieurs jours d'affilée, en général c'est 500 grammes par jour, ou bien si on se pèse pas tous les jours, en 3 jours, une augmentation de 2 kilos, ça peut être problématique. Il faut absolument contacter le médecin pour qu'il augmente les doses de diurétiques. Et puis qu'il évalue si il y a une péjoration de la fonction cardiaque qui est suffisamment importante pour qu'on parle d'une décompensation cardiaque et que le patient doit éventuellement être hospitalisé. La prise de diurétique de Lens se fait toujours le matin, puisqu'on va avoir une diurèse qui va suivre la prise de ces médicaments. Si on prenait ces médicaments le soir, on aurait une diurèse pendant la nuit. Donc c'est toujours le matin qu'on prend ces médicaments. Si d'aventure on doit prendre 2 doses par jour, par exemple le patient est sous furosémide, idéalement il faudra qu'il prenne une dose le matin et une dose à midi. Après la deuxième dose, on pourrait la prendre éventuellement jusqu'à 16 heures. Après, à 16 heures, ça commence à être un peu tard parce que la diurèse, elle va durer 6 heures après la prise du comprimé et donc elle pourrait déborder un peu sur la nuit. S'il y a une diurèse la nuit, c'est d'autant plus problématique chez des sujets qui sont âgés, qui sont à risque de chute, quand ils sont en train de dormir, qui se réveillent pour aller uriner, ils ne sont pas euh, très alertes et puis il y a en allant aux toilettes un risque de chute qui est vraiment augmenté. Avec ces diurétiques de Lens, on recommande une protection solaire. Ces médicaments-là sont photosensibilisants. Et puis on recommande également une restriction hydrosodée, donc moins de sel et moins de liquide. Ça fait partie des recommandations un peu d'hygiène de vie chez les patients insuffisants cardiaques. C'est sûr que ça fait pas tellement de sens de donner beaucoup de diurétiques si les patients boivent énormément de liquide et mangent très salé. On aurait plutôt envie en fait de diminuer l'eau et le sel avant d'augmenter les diurétiques. Mais des fois c'est pas toujours possible. Donc après on fait au mieux, il faut être un peu créatif avec chaque patient. Donc on revient à notre cas clinique. On a Monsieur PG qui se présente à votre pharmacie, qui est toujours atteint d'insuffisance cardiaque. Là, sur son ordonnance, il a toujours du lisinopril, de la torvastatine, et en plus, il a du furosémide, son diurétique de Lens. Comment est-ce qu'on pourrait à ce stade optimiser le traitement? Est-ce qu'on pourrait augmenter la dose de lisinopril à 5 mg une fois par jour? Là, le patient était à 2,5, on doublerait la dose. Est-ce qu'on pourrait ajouter du métoprolol, qui est un bêta-bloquant? Est-ce qu'on pourrait ajouter de la spironolactone, qui est un antagoniste de l'aldostérone? Ou est-ce que vous n'en savez rien parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on traite? Je vous laisse 30 secondes. Voilà, et en fait, la bonne réponse, c'était la 4. Parce que les réponses 1 à 3 sont tout à fait valables pour un certain type d'insuffisance cardiaque,
mais pas pour l'autre. Et donc, avant de pouvoir choisir une manière d'optimiser le traitement, il faut savoir de quelle insuffisance cardiaque on parle. Donc, on classifie typiquement l'insuffisance cardiaque selon la fraction d'éjection du ventricule gauche. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'est que cette fraction d'éjection du ventricule gauche. Vous l'avez vu en physiologie, quand vous avez votre ventricule qui est rempli de sang, il est rempli d'un certain volume. Et en fait, il va éjecter ce sang, si c'est le ventricule gauche, dans l'aorte. Et donc, ce n'est pas 100% du sang, du volume du sang qui est dans le ventricule qui va être éjecté, c'est une majorité, c'est une grande partie du sang, en général 60 à 70%. Et c'est ça en fait la fraction d'éjection du ventricule gauche, c'est le pourcentage de sang qui est éjecté dans l'aorte. Donc à moins qu'il y ait des pathologies qui vont augmenter cette fraction d'éjection à 80 ou 90%, physiologiquement, la fraction d'éjection elle est plutôt autour des 60, éventuellement 70%. Donc là, on distingue deux insuffisances cardiaques. L'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection du ventricule gauche préservée, où là on est supérieur à 40% de fraction d'éjection, et on parlait à l'époque d'insuffisance cardiaque diastolique. Et puis en face de ça, on a l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection du ventricule gauche réduite. On parlait à l'époque d'insuffisance cardiaque systolique, où là on a une fraction d'éjection du ventricule gauche qui est inférieure à 40%. Donc pourquoi est-ce qu'on fait cette distinction entre ces deux insuffisances cardiaques? C'est parce que la physiopathologie entre les deux est très probablement différente et donc du coup les cibles thérapeutiques ne sont pas les mêmes. Donc on ne va pas traiter de la même façon ces deux types d'insuffisance cardiaque. Donc celle de gauche, l'insuffisance cardiaque diastolique ou à fraction d'éjection préservée, c'est un problème comme son nom l'indiquait, parce qu'on ne parle plus de diastolique, les cardiologues ne veulent plus qu'on utilise ces termes diastolique et systolique parce qu'ils trouvent que c'est trop imprécis. Mais disons pour les autres professionnels, on utilise encore beaucoup ces termes-là. Par contre, c'est important de connaître l'équivalence avec la fraction d'éjection, puisque c'est ça qu'on va voir dans la littérature. Donc à gauche, on a l'insuffisance cardiaque diastolique, ici, où là, on a un problème de relaxation ventriculaire. Hein. C'est le myocarde qui est devenu trop rigide et qui ne peut plus en fait faire la diastole correctement, ne peut plus se détendre pour accueillir tout le sang en fait qu'il doit recevoir, de l'oreillette notamment. Par contre, la contraction, là, elle fonctionne très très bien. La systole, en principe, il n'y a pas trop de soucis avec cette insuffisance cardiaque-là. Alors que l'autre insuffisance cardiaque, qu'on appelait systolique, qui a fraction d'éjection réduite, elle, c'est un problème de contraction du cœur. Hein. On a eu un infarctus avec des cellules cardiaques qui sont mortes et puis une perte de fonctionnalité de la contraction ventriculaire. Et donc, il n'y a pas trop de problème pour remplir le ventricule. Par contre, il y a un gros souci de contraction et d'éjection du sang. C'est pour ça que la fraction d'éjection, en fait, elle est diminuée à moins de 40%. Je vous mets cette petite image, ça vous aidera peut-être à mieux vous représenter ces deux différences d'insuffisance cardiaque. Donc à gauche, on a un cœur normal. Ici au milieu, on a un cœur avec une insuffisance cardiaque diastolique, donc à fraction d'éjection préservée. Et là, on a un cœur avec une insuffisance cardiaque systolique avec une fraction d'éjection abaissée. Donc, pour vous aider à vous représenter ces deux cœurs-là, j'ai une métaphore que j'aimerais partager avec vous. Je vous mets déjà les images de ces cœurs, peut-être plus en coupe, donc vu par le haut avec une tranche de cœur, ça donnerait plutôt quelque chose comme ça. Là, on voit bien que le myocarde, il est très épaissi, il s'est hypertrophié vers l'intérieur, alors que là, en fait, le ventricule s'est plutôt dilaté, et puis le muscle cardiaque ne s'est pas surdéveloppé. Donc là, si je fais l'analogie, une métaphore, je vous fais la métaphore avec ici un ballon d'anniversaire, et là avec un ballon de plage. Je pense que vous avez tous déjà essayé de souffler dans plusieurs ballons d'anniversaire à la suite. Hein. À partir du troisième, vous commencez déjà à avoir un peu mal aux joues. C'est assez difficile de souffler dans un ballon d'anniversaire pour qu'il se détende
et puis qui se remplissent d'air. Là, on a vraiment un problème de diastole. Dans le ballon d'anniversaire, on a un problème d'insuffisance cardiaque diastolique, entre guillemets. Par contre, aucun problème pour la vidange du sang. Vous lâchez votre ballon, il va se vider instantanément, et même tellement vite qu'il va virevolter au-dessus de vous. Donc là, vous avez vraiment l'image du ballon d'anniversaire. Là, l'insuffisance cardiaque systolique, prenez l'image d'un ballon de plage. Le ballon de plage, vous n'avez pas trop de problème pour le gonfler, ça va assez bien. Par contre, une fois qu'il est bien gonflé, quand vous ouvrez le petit clapet de protection, ben, il y a un petit peu d'air qui va sortir quand même, c'est vrai, surtout s'il est bien gonflé. Par contre, il va rester beaucoup d'air à l'intérieur. Le ballon va avoir de la peine à se vider. Vous allez même devoir presser un peu dessus pour faire sortir euh, le maximum d'air. Et là, vous êtes vraiment comme dans une insuffisance cardiaque systolique, une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection abaissée. La physiopathologie de ces deux insuffisances cardiaques, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas la même. L'insuffisance cardiaque diastolique, où il y a eu vraiment cette rigidification du myocarde avec une augmentation, une hypertrophie du myocarde, c'est plutôt sur une hypertension. Vous allez avoir, avec l'âge, c'est pour ça que c'est plutôt des sujets âgés, il y a plus de femmes que d'hommes. Avec l'âge, vous avez une rigidification, une calcification même des artères qui vont euh, amener plus de résistance pour le myocarde. Le myocarde devra se contracter plus fort pour aller euh, surpasser, si je puis dire, cette résistance artérielle, du système artériel qui est après le cœur. Et donc, vous allez avoir avec le temps une hypertrophie du ventricule gauche. Cette hypertrophie du ventricule gauche rend le ventricule moins élastique, moins apte à se remplir de sang. Par contre, la contraction, elle marche super bien. Ici, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, vous avez plutôt comme physiopathologie, je vous l'ai dit tout à l'heure, une maladie coronarienne, avec peut-être un infarctus qui a fait des zones d'ischémie et de nécrose sur le cœur, avec une perte de certaines cellules cardiaques qui ne se contractent plus, et donc une perte de la fonctionnalité de contraction du cœur. Les signes et les symptômes de l'insuffisance cardiaque. Alors les signes, c'est ce que vous, comme professionnel de la santé, ce que le médecin également va pouvoir détecter d'objectifs chez le patient, alors que les symptômes, ça va être ce que le patient va vous décrire. Donc, on distingue l'insuffisance cardiaque gauche, ici, de l'insuffisance cardiaque droite, là. L'insuffisance cardiaque gauche, elle va impliquer le ventricule gauche principalement. Et donc, ça va être tout ce qui est avant le ventricule gauche qui va s'engorger. Le ventricule gauche n'arrive plus en fait à faire passer le sang du système veineux pulmonaire dans la circulation artérielle systémique. Donc vous allez avoir une accumulation, une stase veineuse au niveau des veines pulmonaires avec du liquide qui va sortir par capillarité. Et puis vous allez avoir un œdème pulmonaire. Il y a même un bruit S3 qui va apparaître. Les bruits S1 et S2, vous les avez vus, je crois, brièvement en physiologie. C'est les bruits qu'on entend à l'auscultation, qui sont les bruits de fermeture des différentes valves cardiaques. Eh bien, si vous avez un troisième bruit qui apparaît, c'est le signe d'une insuffisance cardiaque gauche, qui est lié vraiment à cet engorgement qui a lieu au niveau des veines pulmonaires. Alors, qu'est-ce que le patient va ressentir comme symptôme? Eh bien, de la dyspnée, il va avoir de la peine à respirer, de l'orthopnée, c'est-à-dire il respirera mieux en étant assis, en ayant le buste qui est droit, hein, ortho, ça veut dire droit. Il respirera mieux en étant assis que couché. Là, on voit le patient typiquement qui se met dans cette position-là. Ça améliore sa respiration. Et donc, ça, c'est assez typique de l'insuffisance cardiaque gauche. Les patients aussi vont dormir avec différents étages de coussins en fait, sous leur tête, d'oreiller sous leur tête. Ils vont dire, bon maintenant j'ai augmenté, j'étais à un oreiller il y a 3 semaines, là au début de la semaine j'étais à 2 oreillers, et là maintenant je mets 3 oreillers pour me sentir bien. Le nombre d'oreillers que le patient met en fait sous sa tête, ça va être aussi un signe qu'on peut suivre assez objectif d'une péjoration de la fonction cardiaque.
Voilà, et puis une intolérance à l'effort. Alors que l'insuffisance cardiaque droite, on va avoir tout le système en fait veineux périphérique qui va être impacté, puisque c'est une stase veineuse périphérique qui, avec le sang veineux périphérique qui doit rentrer en fait dans le ventricule droit pour être éjecté dans les artères pulmonaires. Là, vous allez avoir une stase veineuse au niveau des membres inférieurs. Ici, vous avez une turgescence de la veine jugulaire qui est assez typique. Vous avez une hépatomégalie, le foie va s'engorger de liquide, il y a une prise de poids. Le patient va vous décrire des œdèmes aux chevilles. Donc ça, c'est plus des signes et symptômes de l'insuffisance cardiaque droite, mais pas que. Parce qu'en fait, l'insuffisance cardiaque gauche est beaucoup plus fréquente que l'insuffisance cardiaque droite. L'insuffisance cardiaque gauche est vraiment liée aux maladies cardiovasculaires typiques comme l'hypertension ou l'infarctus du myocarde. L'insuffisance cardiaque droite va être liée à des problèmes pulmonaires, par exemple la BPCO, par exemple suite à une embolie pulmonaire, on peut avoir, ou à de l'hypertension pulmonaire, que vous allez voir prochainement en pharmacothérapie. Ça, c'est des maladies pulmonaires qui vont impacter en fait le cœur droite qui va éjecter le sang dans la circulation pulmonaire. Et puis ça impacte du coup le système veineux systémique. Je disais pas que, parce que même une insuffisance cardiaque gauche, qui est beaucoup plus fréquente qu'une insuffisance cardiaque droite, peut faire des symptômes de type insuffisance cardiaque droite, pour deux raisons. Déjà parce que, on va le voir, il y a un cercle vicieux qui se met en place dans l'insuffisance cardiaque avec le système rénine-angiotensine-aldostérone qui va générer une rétention hydrosodée et des œdèmes. Et donc ça, c'est pas lié à la mécanique du cœur, c'est vraiment lié au système neuro-hormonal qui se met en place et qui va péjorer cette pathologie et faire ces œdèmes. Mais c'est également quand le cœur gauche dysfonctionne, au bout d'un moment, le cœur droit va dysfonctionner aussi, parce que c'est un seul muscle qui devrait normalement travailler de manière synchrone. Donc quand le cœur gauche se fatigue, eh bien le cœur droit, au bout d'un moment, va se fatiguer également. Donc là, on les considère comme des signes d'insuffisance cardiaque droite, mais vous allez les voir chez quasiment tous les patients qui ont une insuffisance cardiaque que gauche. Donc on a vu la classification par la fraction d'éjection, on a vu la classification gauche versus droite, et là on a une classification qui est extrêmement importante pour stader en fait l'évolution de la maladie. C'est la classification fonctionnelle basée sur les symptômes de la New York Heart Association, donc c'est la classification NYHA avec 4 stades en fonction des symptômes. Le stade 1, le patient a presque pas de symptômes, il n'a aucune restriction, il vit comme vous et moi. On va peut-être détecter son insuffisance cardiaque si on lui fait par exemple un test d'effort avec un effort assez intensif. Voilà. Le stade 2, on va avoir une légère restriction dans l'activité physique, mais quand même assez compensée, avec une insuffisance cardiaque qui va apparaître plutôt avec des efforts relativement importants. Monter un grand escalier par exemple. Le stade 3, on va avoir une restriction marquée de l'activité physique avec des symptômes d'insuffisance cardiaque qui vont apparaître avec une activité physique légère, mais le patient reste tout à fait confortable au repos. Et puis on a le stade 4, la classe 4, où là, le patient est symptomatique même au repos. Donc les objectifs du traitement de l'insuffisance cardiaque, ça va être de diminuer les symptômes, bien sûr, d'améliorer la qualité de vie. Mais là, on va être très regardant, nous les professionnels de la santé, sur deux résultats, deux outcomes qui sont très importants pour les patients insuffisants cardiaques. C'est la diminution de la morbidité avec la prévention des hospitalisations. Parce que chaque hospitalisation, ben, bien sûr, c'est des coûts pour la société, ça c'est un problème, mais c'est aussi euh, une décompensation cardiaque pour le patient. L'hospitalisation, c'est un signe que le patient a fait une décompensation cardiaque importante, et on l'a vu sur le schéma au début. euh, les décompensations cardiaques successives vont être accompagnées d'un déclin
progressif de la fonctionnalité cardiaque qui va mener à terme au décès. Donc la prévention de ces hospitalisations, enfin de ces décompensations cardiaques et donc des hospitalisations, c'est un objectif très très important. Puis l'autre objectif, c'est sur la mortalité, où on souhaite avoir une prolongation de la survie chez ces patients. Et puis on va essayer de traiter tous les facteurs de risque qui sont modifiables, typiquement l'hypertension, typiquement peut-être le diabète, etc. Il y a un certain nombre de mesures non pharmacologiques. Alors nous, évidemment, les pharmaciens, c'est important pour nous, c'est des conseils qu'on peut donner à la pharmacie, mais on va surtout nous s'investir dans tout ce qui est conseils autour du médicament, mais ça fait rien. C'est important de les avoir en tête. Donc il va y avoir plusieurs mesures non pharmacologiques qu'on va devoir recommander à nos patients. Alors si l'insuffisance cardiaque elle est secondaire à un abus d'alcool, eh ben, c'est important de recommander autant que faire se peut, si on a une bonne relation de confiance avec le patient, de la modération, voire une abstinence complète de l'alcool. Il y a toutes sortes d'exercices, de programmes d'entraînement aérobique qui peuvent être proposés aux patients. On sait que l'exercice va améliorer vraiment la fonctionnalité cardiaque. Il y a la restriction sodée. Alors nous, on n'est pas très restrictif en Europe par rapport aux États-Unis, par exemple. Nous, on recommande un apport de moins de 6 grammes par jour de sel, mais ça veut quand même dire que le patient doit faire attention au sel qu'il met dans son alimentation. Et puis également attention à des médicaments qui contiennent beaucoup de sel. Vous allez le voir en galénique, les médicaments, les comprimés effervescents contiennent beaucoup de sodium et donc ils sont pas des bons choix. C'est pas une forme galénique de choix chez le patient qui est insuffisant cardiaque. La restriction hydrique, ça c'est important. Selon la gravité de l'insuffisance cardiaque, on a une restriction hydrique de maximum 1,5 à 2 litres par jour, parfois maximum 1 litre par jour. Alors nous, on n'a pas trop l'habitude de recommander aux gens de pas trop boire. En général, on recommande à la majorité des patients de boire beaucoup. Dans beaucoup de situations, c'est très important de boire suffisamment. En insuffisance cardiaque, boire peut être délétère parce qu'il va y avoir ce cercle vicieux lié au système rénine-angiotensin-aldostérone qui va tout faire pour retenir le liquide. Donc, plus on boit, plus on va retenir quand même aussi du liquide. Donc ça va être important de restreindre la prise de liquide chez ces patients, surtout si on essaye, en plus de diminuer les œdèmes avec des diurétiques, c'est un peu contre-productif de laisser le patient boire beaucoup beaucoup de liquide. Un conseil qu'on peut donner à des patients qui ont toujours soif, hein, qui sont insuffisants cardiaques, des insuffisants cardiaques, c'est des patients qui ont souvent soif parce qu'ils ont ce système rénine-angiotensine qui va aussi sécréter des hormones qui augmentent la soif. Et donc, du coup, ce qu'on peut recommander aux patients, c'est de sucer des glaçons. Ça n'amène pas beaucoup de liquide et puis ça donne un effet quand même désaltérant. Ils peuvent aussi croquer dans des grains de raisin qu'ils auraient mis au congélateur. Ça, c'est quelque chose qui est assez agréable, qui, quand on a la bouche sèche, et puis qui n'amène pas tant de liquide que ça, hein. On arrive comme ça, ça leur permet de réussir à tenir cette restriction hydrique. On va recommander aux patients de se peser quotidiennement. Ça, c'est important comme avec les diurétiques. Et puis, on recommande également une vaccination contre la grippe et le pneumocoque parce que ces patients-là, qui sont insuffisants cardiaques, ont une fonctionnalité cardiaque tellement diminuée parfois qu'ils ne peuvent pas se permettre d'attraper une grippe ou un pneumocoque. Pour traverser une grippe ou un pneumocoque, il faut énormément ça sollicite énormément le cœur. Il faut une fonction cardiaque qui tient la route. Et chez ces patients qui ont une fonction cardiaque qui est bien abaissée, on peut avoir des grosses complications, des décompensations cardiaques chez des patients qui n'arrivent pas bien avec le système cardiovasculaire défaillant à lutter contre ce type d'infection. Donc la vaccination, c'est vraiment très important pour ces patients. Voilà, on revient à notre cas clinique. Donc, Monsieur PG se présente à votre pharmacie, il est toujours atteint de son insuffisance cardiaque, mais là, on a plusieurs nouvelles infos, notamment qu'il a une fraction d'éjection du ventricule gauche qui est abaissée à 25%, avec une classe New York Heart Association à 2.
donc avec des symptômes, avec un effort quand même conséquent. Il a une tension artérielle qui est à 115 sur 60, donc qui peut vous paraître basse hein, si vous avez les valeurs de tension artérielle en tête, qui sont plutôt 120 sur 80. Il a une fréquence cardiaque moyenne à 76 par minute. Les médicaments qu'il reçoit actuellement, c'est l'isinopril 2,5 mg une fois par jour, le furosémide 40 mg par jour, et puis la torvastatine. Donc ça, c'est les médicaments qu'on a vus tout à l'heure. Et maintenant, on se demande, maintenant qu'on connaît sa fraction d'éjection, quel médicament on pourrait ajouter? Est-ce qu'on pourrait ajouter un bêta-bloquant? Est-ce qu'on pourrait ajouter de l'aspirine, de la digoxine ou de la liskirène? Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir. Voilà, la bonne réponse, c'était un bêta-bloquant. Alors pourquoi un bêta-bloquant? Si vous vous rappelez vos cours de pharmaco, les bêta-bloquants sont des chronotropes négatifs, donc ils vont ralentir la fréquence cardiaque. On a vu avec la fibrillation auriculaire qui sont dromotropes négatifs, ils vont bloquer un peu le nœud atrioventriculaire et puis amener un certain bénéfice sur la fréquence cardiaque dans la fibrillation auriculaire. Mais ces bêta-bloquants sont également inotropes négatifs, c'est-à-dire qu'ils vont diminuer la force de contraction du cœur. Donc diminuer la force de contraction du cœur quand on a une insuffisance cardiaque, ça paraît un petit peu contre-intuitif. Et je dois vous dire que quand j'ai fait mes études et que j'ai fait mon stage en pharmacie en 1997, eh bien les bêta-bloquants étaient encore contre-indiqués en insuffisance cardiaque, un peu comme les inhibiteurs calciques de type verapamil ou diltiazem qui sont contre-indiqués en insuffisance cardiaque. Et bien les bêta-bloquants, c'était la même chose. C'est des inotropes négatifs, donc on s'imagine que ils peuvent en fait diminuer la force de contraction du cœur. Eh bien c'est vrai, mais on verra dans quelques minutes qu'ils peuvent aussi bloquer le cercle vicieux de l'insuffisance cardiaque et que même s'ils sont inotropes négatifs et puis qu'ils peuvent péjorer, aggraver une insuffisance cardiaque au début, si on arrive à les augmenter très progressivement, on va avoir sur le long terme des bénéfices extrêmement importants des bêta-bloquants sur l'insuffisance cardiaque, notamment sur la morbidité, mais également sur la survie. Donc ça, on va voir dans quelques minutes. L'aspirine, ben c'est vrai que s'il n'y a pas d'athérosclérose symptomatique, c'est-à-dire que le patient n'a pas fait d'infarctus, qu'il n'a pas d'angine de poitrine, qu'il n'a pas fait un AVC ischémique, ou bien qu'il n'a pas de claudication intermittente, ça vous l'aviez vu, hein, je crois, le, le cours de physiologie ou de physiopathologie sur l'athérosclérose, la claudication intermittente, c'est voilà, ces atteintes des membres inférieurs, des artères des membres inférieurs. S'il n'y a pas ça, ben, il n'y a pas d'indication à avoir de l'aspirine. La digoxine, oui, c'est un médicament de l'insuffisance cardiaque, mais qui est vraiment dans les dernières lignes de traitement. Il n'y a pas de bénéfice au niveau de la survie de la digoxine, donc c'est un peu passé de mode, je dirais. On ne l'utilise plus tellement dans l'insuffisance cardiaque, à part dans quelques situations. Et puis enfin, l'aliskirène. L'aliskirène, rappelez-vous, c'est un bloqueur de la rénine. Donc dans les bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, il y a les IECA, il y a les ARTAN et puis il y a l'aliskirène. Donc on pourrait imaginer sur le plan théorique que l'aliskirène, en bloquant le système rénine-angiotensine-aldostérone, serait bénéfique en insuffisance cardiaque, mais on n'a aucune étude qui nous montre ça. Donc actuellement, on ne l'utilise pas du tout dans l'insuffisance cardiaque. La liskirène, on l'utilise que dans l'hypertension, et puis c'est vraiment un traitement qui n'est pas de première ligne en plus dans l'hypertension. Voilà, donc on va s'attarder maintenant un peu sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite et son traitement. Il faut savoir que pour ce type d'insuffisance cardiaque, on a pas mal de médicaments dont on a avec des niveaux de preuve dans la littérature qui sont assez bons au niveau de la morbidité et de la mortalité. Donc il y a tout un algorithme qu'on peut suivre au niveau de la pharmacothérapie pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Donc on va beaucoup parler de ça. Celle qui est à fraction d'éjection préservée, on n'a pas de médicaments
vraiment qui vont traiter, qui vont améliorer la condition cardiaque. On va juste en parler un petit peu à la fin, mais c'est vrai que pour les deux insuffisances cardiaques, la pierre angulaire du traitement, c'est les diurétiques, ça on en a bien parlé, mais là maintenant pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, on a vraiment des médicaments qui traitent la maladie elle-même, qui sont spécifiques. Alors comment ça marche? Ben, en fait, en insuffisance cardiaque, comment est-ce que le corps compense? Le gros problème de l'insuffisance cardiaque, c'est ce cercle vicieux, parce que nous, on est fait en fait pour nous défendre contre des prédateurs et pas contre des hamburgers. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. On a notre système sympathique et notre système rénine-angiotensine-aldostérone qui vont nous aider si on se fait attaquer par un fauve et qu'on perd du sang. Là, pour maintenir la perfusion sur les organes, eh bien, on va avoir ces deux systèmes qui vont se mettre en route. Le système sympathique va faire une vasoconstriction, le système rénine-angiotensine-aldostérone va retenir le liquide, et puis on va maintenir comme ça, tant bien que mal, une certaine perfusion sur les tissus. En insuffisance cardiaque, le problème, c'est que c'est les mêmes mécanismes qui se mettent en place parce que le corps croit qu'il y a en fait une hémorragie, alors qu'en fait, c'est simplement la pompe qui fonctionne plus. Donc, comment ça marche? On a la pompe qui fonctionne plus, et donc cette pompe qui fonctionne plus est responsable d'une chute du débit en fait de perfusion des tissus. Il y a des barorécepteurs partout dans le corps, enfin à certains endroits du corps, qui vont détecter qu'il y a une chute de débit et le corps ne va pas faire la différence entre une hémorragie qui causerait cette chute de débit et puis un problème de pompe cardiaque qui ferait chuter ce débit. Et donc du coup, le corps met en route ces deux systèmes, le système nerveux sympathique et le système rénine-angiotensine-aldostérone, avec pour conséquence trois choses. La première, c'est qu'on va avoir une rétention hydrosodée avec l'aldostérone, et donc ça nous augmente notre précharge. Je vais revenir sur cette notion de précharge dans quelques minutes. On a le système sympathique qui va augmenter la fréquence cardiaque et puis la force de contraction cardiaque, hein, un effet inotrope et chronotrope positif avec pour conséquence une augmentation du travail du cœur. Et puis enfin, on va avoir le système nerveux sympathique avec l'adrénaline, la noradrénaline, qui vont faire une vasoconstriction et donc augmenter la tension artérielle pour compenser ça, augmenter la résistance des artères et puis augmenter la post-charge. Alors un petit rappel sur la précharge et la post-charge que vous avez vu normalement au cours de physiologie. Donc la précharge, c'est vraiment le liquide qui rentre dans le cœur. La post-charge, c'est les tuyaux qui sortent du cœur. Et puis l'inotropie, c'est le cœur lui-même, la pompe elle-même. Donc si le liquide qui rentre dans le cœur est augmenté, parce qu'il y a une rétention hydrosodée, eh bien le cœur va avoir beaucoup de travail en fait pour éjecter ce liquide plus loin. Et puis les parois du cœur vont également être mises sous tension. Mises avec ce stress de tension, les cellules myocardiques vont s'étirer. Et on verra qu'il y a des conséquences à ça du fait d'une précharge qui est élevée. Si la résistance artérielle après le cœur augmente, hein, parce qu'il y a une vasoconstriction, eh ben, le cœur va devoir travailler plus fort pour lutter contre cette résistance des vaisseaux qui le suivent, hein, du réseau artériel, et donc il va devoir travailler également plus fort. Et puis s'il y a une stimulation directement adrénergique sur le cœur, sur les récepteurs bêta, et ben, il va y avoir une augmentation de la fréquence cardiaque et de la force de contraction, et le cœur pourrait se fatiguer. Donc ces trois conséquences-là vont faire qu'il va y avoir un étirement sur la paroi du cœur, ça c'est l'augmentation de la précharge. Il va y avoir une hypertrophie, hein, donc le cœur va se muscler pour compenser la post-charge, et puis un remodeling cardiaque du fait directement de l'action du système sympathique sur le cœur. Et tout ceci va en fait péjorer, aggraver l'insuffisance cardiaque et on a vraiment ce cercle vicieux. Alors ce cercle vicieux, ben, on essaye de jouer là-dessus, d'agir dessus
avec la plupart des médicaments de l'insuffisance cardiaque, en tout cas avec les trois premières lignes. Et c'est les trois premières lignes pour lesquelles on a des données qui nous montrent que ça baisse la morbidité, mais aussi la mortalité. Et on va voir ces trois lignes de traitement en détail. Elles agissent les trois sur soit le système nerveux sympathique, soit le système rénine-angiotensine-aldostérone, donc vraiment sur ce cercle vicieux. On commence avec les IECA et les bêta-bloquants, qui sont la première ligne de traitement. Donc les IECA, ils vont avoir un effet vasodilatateur, et puis cet effet vasodilatateur, ça va diminuer la post-charge, et puis en plus de ça, indirectement, ils vont agir sur l'aldostérone, et donc diminuer la production d'aldostérone, et aussi réduire la précharge qui est liée à cette rétention hydrosodée. Donc ce qui est très important avec les IECA, mais c'est le cas avec tous les médicaments de l'insuffisance cardiaque, c'est que comme on va casser un cercle vicieux, ce cercle vicieux, il part d'une bonne intention. On a quand même ces systèmes nerveux sympathiques et ce système rénine-angiotensine qui amènent un bénéfice sur le court terme quand même, parce qu'ils permettent de maintenir une certaine tension artérielle. Donc si on y va trop fort en cassant ce cercle vicieux, ben on va aussi aller trop loin et on va freiner la compensation bénéfique de ces deux systèmes sur le corps. Donc il faut commencer à dose la plus faible possible et puis ensuite augmenter progressivement toutes les 2 semaines la dose. C'est vraiment pour laisser le temps au corps de s'ajuster entre en fait cette réponse de ce système sympathique et du système rénine-angiotensine-aldostérone, euh, en évitant que ces deux systèmes aillent trop loin, mais tout en gardant les bénéfices qu'ils apportent. Et ça, c'est vraiment tout l'art de la titration de ces médicaments. On va commencer donc à petite dose et on va titrer en fonction des valeurs de tension artérielle systolique. Si la tension artérielle systolique elle est supérieure à 100 mm de mercure et que le patient est asymptomatique de cette tension artérielle un peu basse, en fait on peut doubler la dose. Si le patient est symptomatique ou si le patient a une tension artérielle systolique inférieure à 100 mm de mercure, à ce moment-là, on va augmenter les doses plus lentement parce que le patient n'est pas prêt à passer à l'étape d'après. En fait, c'est la même chose que dans une salle de sport où on va commencer avec des petits poids et puis on va attendre que le corps s'habitue pour augmenter ensuite les poids et puis gagner de la masse musculaire avec le temps. Là, c'est la même chose avec le cœur. On va commencer avec des petites doses de médicaments. On va attendre qu'il s'habitue et puis on va ensuite titrer vers le haut très progressivement. Le but c'est d'atteindre la dose maximale tolérée ou la dose cible qui a été montrée comme efficace dans la littérature. Je vous montrerai ces doses cibles dans un tableau juste après. Et puis, alors ça va être très important pendant cette phase de titration de bien suivre la tension artérielle, de suivre la fonction rénale, de suivre le potassium. Vous savez que les IECA peuvent faire des insuffisances rénales aiguës s'ils sont commencés à dose trop élevée. Donc une augmentation de la créatinine jusqu'à 30%, c'est pas du tout inquiétant. C'est même assez fréquent quand on introduit un IECA. Si on ne dépasse pas cette barre des 30%, aucun souci. Si au contraire on dépasse, à ce moment-là, il faudra baisser la dose de l'IECA et titrer plus lentement. Je reviens peut-être sur cette hypotension, parce que l'hypotension avec les médicaments antihypertenseurs, ça fait toujours peur aux professionnels de la santé. C'est vrai que quand on donne un antihypertenseur euh, pour l'hypertension artérielle, on va avoir, si on ne souhaiterait pas avoir des tensions qui sont trop basses, parce que le but c'est d'avoir des tensions qui sont dans la norme. Donc si on va trop loin, finalement le patient peut faire de l'hypotension orthostatique et puis faire une chute, surtout chez les patients âgés. Donc on va être assez précautionneux avec les doses d'antihypertenseurs dans l'hypertension. Parce que le seul bénéfice qu'on recherche, c'est une baisse de la tension artérielle, donc on ne veut pas la baisser trop bas. Par contre, dans l'insuffisance cardiaque, notre objectif, ça ne va pas être de baisser la tension artérielle, ça va être d'augmenter la survie et puis d'éviter les décompensations cardiaques. Donc ça, c'est pas corrélé avec des valeurs de tension artérielle, c'est corrélé avec des doses de médicaments. Donc là, on doit vraiment augmenter le plus haut possible ces doses jusqu'à des valeurs cibles qui sont
typiquement pour le lisinopril, 20 ou 40 mg par jour. Je vous rappelle que notre patient, il est actuellement à 2,5 mg par jour. Donc il va y avoir une grande marge de titration encore jusqu'à arriver à des doses cibles. Et il faut savoir aussi que le patient insuffisant cardiaque avec une fraction d'éjection abaissée, il a toujours des tensions basses. C'est normal, son cœur, la pompe ne fonctionne plus bien, il n'a plus de débit ce patient. Il a des tensions qui sont toujours trop basses et donc de viser des tensions artérielles de 120 sur 80 chez un patient comme ça va pas être possible. De toute façon, il va être toujours un peu en dessous. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on introduit ces médicaments antihypertenseurs et puis on augmente progressivement en ayant des tensions artérielles acceptables. Acceptable, c'est idéalement supérieur ou égal à 100 mm de mercure pour la tension artérielle systolique. Si on est un petit peu en dessous et que le patient il tolère, s'il est à 95 et qu'il tolère bien, il n'y a pas de souci. Ce qu'on peut faire, c'est ça on le verra, on peut aussi donner plein de conseils pour éviter de faire des chutes avec des tensions artérielles qui sont un peu basses quand il y a un peu d'hypotension orthostatique. Donc du coup, on va suivre la tension artérielle, on va suivre le potassium. Il y a des valeurs de potassium qu'il ne faudrait pas dépasser. C'est 5,5 millimoles par litre. Et puis attention à la toux avec les IECA, ça vous le savez. Attention aussi à la toux chez l'insuffisant cardiaque, qui n'est pas forcément dû à l'IECA, qui peut être dû également à un œdème pulmonaire qui commence à arriver. Hein. Un des premiers symptômes, ça peut être de la toux. Donc si un patient insuffisant cardiaque a de la toux, ça peut être l'IECA, mais ça peut être aussi une aggravation en fait de son insuffisance cardiaque. Et puis, il faut absolument éviter la combinaison entre les IECA et les Artans. Il y a eu une époque où on a essayé de les donner ensemble quand on était à la dose maximale d'IECA. On voulait voir s'il y avait un bénéfice de rajouter un Zartan pour avoir un double blocage du système rénine-angiotensine. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de bénéfice et puis qu'il y avait beaucoup d'effets indésirables, notamment des hypercalémies. Donc c'est quelque chose qu'on ne doit plus faire. Les conseils aux patients, c'est cette image de la salle de musculation, ça leur parle assez bien en général. De leur expliquer que c'est un médicament qui va amener des bénéfices vraiment sur le très long cours. Ça prend plusieurs mois, hein, vraiment, pour avoir un bénéfice de ces médicaments. Euh, alors les IECA, ça prend quelques semaines, et puis on verra avec les bêta-bloquants, ça prend en général plusieurs mois, peut-être même une année pour avoir vraiment des réels bénéfices des bêta-bloquants. Donc le patient ne doit pas se décourager, il va avoir des fois une aggravation de son insuffisance cardiaque, surtout avec les IECA, une sensation d'hypotension, avec peut-être plus de vertige en début de traitement. Et puis, c'est des effets indésirables qui vont s'estomper avec le temps et avec lequel le patient devra apprendre un petit peu à vivre quand même. Parce que grâce à ces médicaments, il y a des grands bénéfices sur le long terme. Et typiquement avec la tension basse, ce qu'on peut leur recommander, c'est de faire des choses un peu plus lentement, de se lever moins rapidement quand ils sortent du lit, quand ils se lèvent d'un canapé, parce que ces gens-là, oui, vont faire un peu d'hypotension orthostatique, c'est normal. Et puis, si on arrive à maintenir ça à un niveau acceptable et à ce que le patient aménage un peu sa vie là autour, surtout pendant les périodes de titration où on va augmenter les doses, à ce moment-là, ça lui permettra de réussir à augmenter les doses d'IECA plus haut, s'il apprend à vivre avec ça. Et puis ce qui est intéressant, c'est que paradoxalement, avec le temps, on va avoir aussi une amélioration de la fonction cardiaque. Donc on va récupérer un certain débit aussi cardiaque, ce qui va augmenter un petit peu les tensions artérielles. Donc on donne un antihypertenseur qui va à long terme un petit peu augmenter les tensions artérielles. Ça c'est très compliqué à comprendre déjà pour nous, mais pour les patients ça l'est encore plus. Il faut vraiment penser à ce cercle vicieux qu'on arrive à enrayer avec ces médicaments. Et puis les Artans, c'est la même chose qu'avec les IECA, on les donne si les patients font de la toux, une toux qui n'est pas supportable sous IECA, on va switcher sur un Zartan. Il faut savoir que c'est des molécules qui sont un petit peu moins bien étudiées que les IECA, donc on devrait toujours préférer un IECA en premier choix. Et puis s'il n'est pas toléré, à ce moment-là, on passe à un Zartan.
Pour l'initiation et l'augmentation des doses, c'est la même chose qu'avec les IECA. Donc on revient à notre cas clinique, on a Monsieur PG qui se présente à votre pharmacie, qui a atteint d'insuffisance cardiaque avec une FEVG à 25%, une classe 2. La tension artérielle, elle a maintenant un petit peu baissé encore, je crois. Elle est à 115 sur 60. Et puis la fréquence cardiaque est à 76 pulsations par minute. Donc il a son IECA, son diurétique de Lance, sa statine, et on va lui mettre un bêta-bloquant à ce patient, puisque c'est dans la première ligne de traitement IECA bêta-bloquant. Qu'est-ce qu'on va choisir comme bêta-bloquant? Alors du propranolol, du carvedilol, du métoprolol retard à 12,5 mg par jour ou du métoprolol retard à 100 mg par jour. Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir. Voilà, donc la bonne réponse, c'était le métoprolol à 12,5 mg. En deuxième possibilité, on aurait le carvedilol également. Euh, Là, c'est très intéressant parce que ce qui est important avec les bêta-bloquants dans l'insuffisance cardiaque, c'est qu'on n'a pas un bénéfice avec toute la classe. Souvent, dans les différentes indications des médicaments, on utilise un médicament et puis si on utilise un autre médicament de la même classe, on va avoir un effet relativement similaire et on parle alors d'effet de classe. Pour les bêta-bloquants, on n'apprend pas un effet de classe au niveau des bénéfices qu'on peut avoir sur l'insuffisance cardiaque parce que les bêta-bloquants sont tous différents en termes de profil. Il y en a, vous savez, hein, qui sont euh, spécifiques sur les récepteurs bêta 1, sélectifs, c'est ça que je voulais dire, sur les récepteurs bêta 1, d'autres qui ne sont pas sélectifs bêta 1, bêta 2, d'autres qui ont même des propriétés alpha bloquantes. Et donc, du coup, ça leur donne des propriétés différentes pour tous les bêta-bloquants. Et donc, un bon bêta-bloquant en insuffisance cardiaque, il faut soit qu'il soit cardiosélectif, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il fasse de vasoconstriction en bloquant les récepteurs bêta 2. Donc, il faut qu'il soit cardiosélectif. On a vraiment le métoprolol qui est cardiosélectif, le bisoprolol qui est cardiosélectif. C'est deux bêta-bloquants qui peuvent être utilisés en insuffisance cardiaque. Ou alors, s'ils ne sont pas cardiosélectifs, il faut qu'ils soient aussi alpha-bloquants et vasodilatateurs. Et en fait, le carvedilol, il n'est pas sélectif, il est bêta 1, bêta 2. Donc il va, en agissant sur les bêta 2, faire une petite vasoconstriction, mais qui est compensée par une grosse vasodilatation sur les récepteurs alpha 1. Et donc ça en fait un agent qui a également montré des bénéfices en insuffisance cardiaque. Donc les trois bêta-bloquants à avoir en tête, c'est vraiment métoprolol, bisoprolol, qui sont les deux bêta-bloquants cardiosélectifs, et puis le carvedilol, qui n'est pas cardiosélectif, mais qui est très vasodilatateur. Et donc là, est-ce qu'on pourrait donner un bêta-bloquant vasodilatateur à Monsieur PG? Eh bien non, parce qu'il a une tension artérielle qui est un peu limite, qui est à 115 sur 60. Donc là, on aimerait plutôt choisir un agent qui va moins agir sur la tension artérielle, qui va plus agir sur le cœur, et donc on va préférer le métoprolol retard. Et puis pourquoi est-ce qu'on l'introduit à 12,5 et pas à 100 mg? Eh bien c'est cet adage justement de commencer les médicaments de l'insuffisance cardiaque toujours à toute petite dose, et pour les bêta-bloquants, c'est encore plus important. Ça, c'est le paradoxe des bêta-bloquants. Je vous ai dit tout à l'heure que les bêta-bloquants sont des inotropes négatifs, donc ils vont diminuer la force de contraction du cœur. Et c'est clair que quand on introduit un bêta-bloquant, on va avoir une phase de 1 à 2 mois avec une péjoration de la fonction cardiaque. Il y aura une petite détérioration clinique avec les bêta-bloquants parce qu'ils vont diminuer la force de contraction du cœur. Donc les gens vont avoir une péjoration de leur insuffisance cardiaque. Parfois, on devra même augmenter les doses de diurétiques pour qu'ils réussissent à passer ce cap. Et puis, passer 1 ou 2 mois, quand le patient s'habitue à être bêta-bloqué, à ce moment-là, on commence à avoir les bénéfices sur le long terme du bêta-bloquant qui vont surpasser la détérioration qu'on a à court terme. On a une amélioration clinique qui va démarrer avec les bêta-bloquants après en général 1 à 2 mois et qui va continuer d'augmenter pendant plusieurs mois jusqu'à avoir vraiment un effet plafond, un bénéfice maximum
après une année de traitement. Et donc cet effet de détérioration clinique, au début c'est l'effet inotrope négatif avec une aggravation des symptômes. Et puis, sur le long terme, on a l'inhibition du remodelage, l'amélioration de l'énergie, l'amélioration de la fonction ventriculaire, l'amélioration des symptômes, et puis l'augmentation de la survie. Donc ça vaut vraiment la peine pour les patients de prendre ces bêta-bloquants, et je trouve que là, l'image de la salle de musculation avec les doses qu'on va augmenter progressivement leur parle en général assez bien. Donc, comment ça se passe en pratique? On va commencer à toute petite dose. On va titrer très 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 doucement. Mais il ne faudra jamais arrêter de titrer. À part, au bout d'un moment, on va arriver. Alors, soit on arrive à la dose cible, et puis là, c'est super parce qu'on a vraiment le maximum des bénéfices qu'on attend de ces bêta-bloquants, ou alors le patient vraiment ne peut pas tolérer une dose supérieure, on a tout essayé, soit il devient vraiment avec une fréquence cardiaque qui est trop basse, soit ça lui augmente vraiment son risque de décompensation cardiaque, et donc on doit s'arrêter peut-être avant la dose cible. Euh, donc les agents qui ont prouvé une efficacité donc sur la morbidité et la mortalité, les bêta-bloquants qui ont prouvé ça dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection abaissée, il y en a trois. C'est le métoprolol, c'est que la forme retard qui a prouvé ça. C'est le bisoprolol et c'est le carvedilol, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a le nebivolol qui a montré une diminution de la morbidité. Donc c'est un bêta-bloquant un peu de deuxième ligne, mais qui est aussi utilisable en insuffisance cardiaque. Les autres bêta-bloquants ne sont absolument pas utilisables en insuffisance cardiaque. Si un patient a déjà un bêta-bloquant, quand il va développer une insuffisance cardiaque, on va lui changer son bêta-bloquant pour avoir un de ces trois, éventuellement un de ces quatre. La grande question, c'est est-ce qu'on commence les IECA en premier ou est-ce qu'on commence les bêta-bloquants en premier? Est-ce qu'on les commence les deux en même temps? Est-ce qu'on les titre en même temps? Est-ce qu'on en titre un avant l'autre? Ça va dépendre en fait du patient. En général, on va faire une titration progressive en parallèle, un peu comme une course de tortue, hein, parce que ça va pas très très vite. On a l'IECA qui avance d'un pas et puis 2 semaines après, on augmente le bêta-bloquant. Et puis là, on voit que le patient, en fait, il a une fréquence cardiaque qui diminue un peu trop. Donc, on va augmenter 2 fois de suite l'IECA. Et puis ensuite, on va pouvoir réaugmenter le bêta-bloquant, etc. Donc, c'est un peu un jeu de titration très progressive. Les IECA, on peut les titrer éventuellement une fois par semaine. C'est plutôt toutes les 2 semaines. Les bêta-bloquants, c'est toutes les 2 à 4 semaines. Donc, ça arrive des fois qu'on titre l'IECA un petit peu plus souvent. Le suivi, c'est comme pour les IECA, on va regarder la tension artérielle, en plus on va regarder la fréquence cardiaque, puisque les bêta-bloquants vont ralentir la fréquence cardiaque. On va suivre le poids, on va regarder s'il y a des signes et symptômes de décompensation. Et puis si on a titré un petit peu vite, et puis que le patient décompense un peu sa fonction cardiaque, on va pouvoir pendant quelques jours augmenter le diurétique pour en fait aider le patient à passer ce cap, et puis une fois qu'il aura appris à tolérer son bêta-bloquant, on va pouvoir diminuer un petit peu le diurétique de nouveau. Voilà. Et puis alors, ce qui est très très important avec les bêta-bloquants, c'est qu'il ne faut surtout pas les arrêter d'un coup. Ça, c'est valable dans n'importe quelle pathologie cardiaque, que ce soit la fibrillation auriculaire ou comme l'insuffisance cardiaque. Là, on va avoir un effet rebond à l'arrêt d'un bêta-bloquant. Et puis, on pourrait avoir là des patients qui partent en fibrillation auriculaire alors qu'ils n'en avaient pas avant, juste parce qu'on leur a arrêté le bêta-bloquant tout de suite, trop rapidement. Donc, il faut faire un sevrage si on souhaite arrêter le bêta-bloquant. euh, on va idéalement déjà diminuer la dose de moitié, et puis ensuite on va voir ce qui se passe, mais on va être très prudent par rapport à l'arrêt d'un bêta-bloquant. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux patients? C'est comme pour les IECA, il faut vraiment les soutenir dans cette phase de titration, en leur expliquant bien qu'à court terme, on a une aggravation des symptômes, mais qu'on peut avoir vraiment des bénéfices très importants sur le long terme et que c'est vraiment la survie qui va être améliorée. Et cette survie, elle peut même être améliorée, même s'il n'y a pas d'amélioration des symptômes d'insuffisance cardiaque, on a quand même une amélioration de la survie. Ça, probablement en partie aussi parce que les bêta-bloquants, comme je l'ai expliqué au début, vont prévenir ces arythmies et ces décès par mort subite.
Voilà. La fréquence cardiaque peut être assez basse. Avec les bêta-bloquants, on va tolérer des fréquences cardiaques un petit peu plus basses que la norme. C'est pas rare d'avoir des patients insuffisants cardiaques qui ont des fréquences cardiaques plutôt autour des 55, comme ça. Même si on sait que la fréquence cardiaque physiologique, c'est entre 60 et 90, c'est pas si mal d'avoir une fréquence cardiaque un petit peu plus basse chez les patients insuffisants cardiaques. On revient à notre cas clinique, on a Monsieur PG qui revient à la pharmacie. Et là, donc, il a des tensions artérielles encore plus basses, hein, à 110 sur 55, mais il tolère relativement bien. On a une fréquence cardiaque à 70 par minute. Et puis, donc, il reçoit lisinopril, métoprolol, furosémide et atorvastatine. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire euh, avec le lisinopril? Est-ce qu'on va rien changer parce que le patient est stable? Est-ce qu'on va rien changer parce que sa tension artérielle est trop basse? Est-ce qu'on va augmenter le lisinopril à 5 mg par jour? Ou est-ce qu'on va suspendre le lisinopril pour faire remonter la tension artérielle? Donc en fait, on va augmenter l'isinopril à 5 mg par jour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est loin des doses cibles. Et puis là, les tensions artérielles, la tension artérielle systolique, elle est à 110. Elle est plus que 100. Donc on va pouvoir doubler la dose sans souci. Là, le patient, on va lui expliquer qu'il va avoir sa tension artérielle qui va un petit peu diminuer. On va lui donner plein de conseils, pas se lever trop vite, pour les 2 prochaines semaines, qu'il apprenne à tolérer cette augmentation de posologie. Donc là, les doses cibles, je vous les ai mises. Je vous les ai mises pour les IECA. On voit que pour le lisinopril, c'est 20 à, on peut dire, 40 mg par jour. OD, ça veut dire une fois par jour. BID, ça veut dire 2 fois par jour. TID, ça veut dire 3 fois par jour. On voit que pour le métoprolol, Monsieur PG, il a une dose de 12,5. Il faut qu'il se rende idéalement jusqu'à 200, hein. Donc le travail, là, il va être conséquent. Ça va être une année où il va falloir qu'il voie son médecin régulièrement et puis qu'il fasse preuve de volonté pour augmenter ses posologies de lisinopril et de métoprolol, comme je le disais, comme un entraînement sportif. En fait, on a un objectif de dose à atteindre et puis on va se donner les moyens en apprenant à tolérer des doses de plus en plus élevées. Mais ça, il faut prendre son temps. Si ça ne va pas, on saute un tour, on attend encore un petit peu, et puis on augmente en 4 semaines plutôt qu'en 2 semaines. Monsieur PG revient à la pharmacie 6 mois plus tard, toujours avec une classe New York Heart Association à 2. Il a une tension artérielle à 105 sur 50, une fréquence cardiaque à 62 pulsations par minute. Et puis donc là, on a réussi à lui augmenter son lisinopril à 20 mg par jour et son métoprolol retard à 100 mg par jour. Et puis là, on se dit qu'on est pas mal avec l'IECA et le bêta-bloquant, qu'on voudrait a priori pas vraiment augmenter plus. On pourrait un petit peu augmenter le bêta-bloquant, mais pour l'instant, bon, on se demande qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme médicament. Est-ce qu'on rajoute rien? Est-ce qu'on rajoute de la digoxine? Est-ce qu'on rajoute de la métolazone? La métolazone, c'est un diurétique thiazidique. Ou est-ce qu'on rajoute de la spironolactone? Donc la bonne réponse, c'est la spironolactone. On va voir la suite de l'algorithme une fois qu'on est à dose cible ou la dose maximale tolérée par le patient pour l'IECA et pour le bêta-bloquant. L'étape 2, la deuxième ligne de traitement, si le patient est encore symptomatique, c'est d'ajouter un antagoniste de l'aldostérone. Enfin, en fait, un antagoniste des récepteurs aux minéralocorticoïdes. Donc on a deux agents, on a la spironolactone et on a l'éplérénone. Donc la spironolactone, c'est la plus connue, hein. Et le problème, c'est qu'elle a une forte affinité, enfin une affinité quand même conséquente pour les récepteurs des androgènes, de la progestérone et des glucocorticoïdes. Et donc cette spironolactone, elle va être responsable chez 10% des patients, ça c'était dans l'étude RAILS, qui était l'étude qui a évalué l'effet de la spironolactone dans l'insuffisance cardiaque. 10% des patients avaient de la gynécomastie. Donc chez les hommes, la gynécomastie, c'est quelque chose qui est assez gênant, qui est inesthétique. Et donc ça, c'est vraiment un motif d'arrêt de traitement. Les patients vont plus vouloir continuer ce traitement-là.
L'avantage de la spironolactone, c'est qu'elle est assez bon marché. Donc on a sa cousine qui est l'éplérénone, qui a une beaucoup plus faible affinité pour ces récepteurs des androgènes, de la progestérone et des glucocorticoïdes, de 100 à 1000 fois moins, et donc n'est pas responsable de gynécomastie. Donc ça va être vraiment le médicament de choix chez les patients qui font de la gynécomastie sous spironolactone. On va les switcher sur l'éplérénone. On continue à essayer la spironolactone en premier parce qu'elle est bien meilleur marché que l'éplérénone. Ce qu'il faut savoir aussi avec l'éplérénone, c'est que c'est un substrat du cytochrome 3 à 4 et donc elle subit pas mal d'interactions avec des médicaments qui bloquent ce cytochrome. Donc les anti-aldostérone en pratique, on va les introduire, comme je disais, uniquement si les IECA ou les bêta-bloquants sont à dose cible ou à dose maximale tolérée. Comme d'hab, on va initier cet anti-aldostérone à la plus petite dose possible et puis augmenter toutes les 1 à 2 semaines. Et puis là, il faut faire vraiment particulièrement attention à la kaliémie parce qu'il y a déjà un médicament qui augmente la kaliémie qui est l'IECA. Donc d'ajouter de la spironolactone ou de l'éplérénone, ça va faire augmenter encore plus la kaliémie. Et là, si la kaliémie elle est au-delà de 5, on va devoir diminuer la dose de moitié. Si entre 5 et 5,4 millimoles par litre, on va devoir être prudent avec cette spironolactone. Et si la kaliémie elle est supérieure à 5,5, on ne pourra pas la continuer, on devra l'arrêter. Et puis, ce qui est très important, c'est également de supprimer euh, les autres sources de potassium. Donc, il y a du potassium dans les fruits, dans certains fruits, notamment les bananes, les oranges. Donc là, il va falloir recommander aux patients d'éviter de manger ces aliments riches en potassium. Et puis, ces patients sont toujours sous diurétique de l'anse et donc vont avoir des pertes de potassium et on va les substituer en potassium. Naturellement, quand le potassium commence à augmenter avec la synergie IECA et spironolactone, il faut absolument arrêter ces substitutions au potassium. Donc je vous ai mis là en bas les doses cibles, la dose de départ et la dose cible pour ces deux médicaments en insuffisance cardiaque. Monsieur PG revient à la pharmacie 6 mois après, toujours avec une classe 2, tension artérielle à 115 sur 60, fréquence cardiaque 57. C'est expliqué par le fait que son médecin lui a augmenté son métoprolol à 150 mg, donc là il est vraiment proche de la dose cible. Il a de l'éplérénone à 25 mg une fois par jour. Est-ce qu'on peut encore optimaliser la pharmacothérapie? Alors oui, on pourrait ajouter de la digoxine. Oui, on pourrait ajouter du sacubitril/valsartan. Oui, on pourrait remplacer le lisinopril par du sacubitril/valsartan. Ou oui, on peut ajouter de l'ivabradine. Donc la réponse c'est oui, on peut remplacer le lisinopril par du sacubitril/valsartan. Alors c'est quoi le sacubitril/valsartan? Je suis pas sûr que vous ayez vu ce sacubitril/valsartan en pharmacologie, donc je pense que c'est important que je vous en parle maintenant. Il fait partie de la famille des ARNI, hein, angiotensine récepteur et néprélysine inhibiteur. Donc c'est une nouvelle classe de médicaments spécifiques de l'insuffisance cardiaque, avec un seul membre qui est en fait le sacubitril/valsartan. Et on va voir ensemble ce que c'est. Donc là, vous avez la cascade bien connue qu'on a discuté tout à l'heure avec donc la surcharge cardiaque qui fait une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection abaissée. Et puis vous avez la mise en marche de ces deux systèmes compensatoires que sont le système nerveux sympathique et le système rénine-angiotensine-aldostérone avec la production de rénine, d'angiotensine 2 et puis d'aldostérone et avec les bêta-bloquants, les IECA qui sont là, les artans et la spironolactone qui vont bloquer en fait toute cette chaîne qui va mener à la rétention hydrosonique. Il faut savoir qu'on a une chaîne euh, parallèle, qui est une chaîne qui va faire le contraire de ça, qui va augmenter la natriurèse, donc permettre l'élimination liquide, et puis faire une vasodilatation qui va contrer cette vasoconstriction.
C'est une espèce de feedback négatif en fait qu'a le corps. Ça fonctionne comme ça, hein, l'homéostasie. Vous avez un système qui fait quelque chose, puis vous avez un système qui fait le contraire pour s'assurer que ce premier système n'aille pas trop loin. Et là, vous avez en fait des peptides qui sont fabriqués dans le cœur. Alors, le ANP, c'est le atrial natriurétique peptide qui est fabriqué, qui est relargué par les oreillettes. Et puis là, le BNP, c'est le brain euh, natriurétique peptide qui est fabriqué par le cerveau, mais également par les ventricules. Donc là, vous avez ces deux peptides qui sont fabriqués par le cœur et qui vont en fait mener à cette natriurèse et à cette vasodilatation. Sauf que pour pas qu'ils aillent trop loin non plus, eh bien, ils sont dégradés par une molécule qui s'appelle la néprilysine. Donc avec du sacubitril, qui est un inhibiteur de cette néprilysine, on arrive à renforcer cet axe-là et à augmenter la natriurèse et la vasodilatation. Donc on va avoir avec ce sacubitril vraiment une vasodilatation qui va aller encore plus contrecarrer ce cercle. Donc ça fait vraiment notre affaire. On est bien content avec le sacubitril. Le seul problème, c'est que le sacubitril, c'est pas sur le schéma, il va aussi bloquer en fait la dégradation d'angiotensine 2. Donc en donnant le sacubitril tout seul, on ne va pas avoir le bénéfice escompté parce qu'il va renforcer ça, mais il va également renforcer ce côté-là et on va avoir plus de rétention hydrosodée, donc ça, les deux effets vont s'annuler. Et c'est pour ça que le sacubitril ne se donne jamais tout seul, il se donne avec un zartan, avec un bloqueur de l'angiotensine 2, puisqu'il va y avoir plus d'angiotensine 2 à cause du sacubitril qui va bloquer sa dégradation. Et donc on va devoir bloquer le récepteur. Et pourquoi est-ce qu'on ne met pas ce sacubitril directement avec un zartan? Eh bien, la néprilysine, en plus de dégrader ces, ces peptides natriurétiques, en plus de dégrader l'angiotensine 2, la néprilysine, elle va dégrader la bradykinin. Donc, en bloquant la néprilysine, on va bloquer la dégradation de la bradykinin et on va augmenter le risque d'angioœdème. Donc, de donner un IECA qui déjà, vous l'avez vu en pharmacologie, va favoriser la voie de la bradykinin en bloquant sa dégradation, eh bien, on va avoir un effet synergique entre l'IECA et le sacubitril sur l'augmentation de la bradykinin et on va avoir une augmentation du risque d'angioœdème. Donc c'est pour ça qu'on combine le sacubitril avec un zartan et pas avec un IECA. Alors en pratique, ces harnis, comment ça se passe? Eh bien, on ne peut les démarrer que quand vous avez un IECA plus un bêta-bloquant plus un anti-aldostérone qui sont tous à dose cible ou à dose maximale tolérée. C'est vraiment la troisième ligne de traitement. Là, il va falloir stopper l'IECA en tout cas 36 heures avant pour éviter cette synergie avec le sacubitril sur la bradykinin et puis ce risque d'angioœdème. Et puis, ou bien il va falloir bloquer le zartan parce qu'on a déjà un zartan dans la combinaison. On commence à dose faible ou moyenne, selon la dose d'IECA ou de zartan qu'on avait et qui est remplacée. Et puis on va doubler la dose toutes les 2 à 4 semaines, selon tolérance. Donc c'est toujours un peu la même chose qu'on fait avec ces traitements. Il faut faire attention parce que, étant donné que ça va favoriser cette voie justement de vasodilatation, eh bien, on va avoir plus d'hypotension avec ce sacubitril valsartan qu'avec un IECA ou un zartan tout seul, surtout les 72 premières heures. Ça, c'est vraiment l'effet natriurétique et dilatateur qui est très important. Donc, il va falloir surveiller ça de près. Et puis, éventuellement, vraiment titrer peut-être plus doucement si on a des hypotensions. Les besoins diurétiques peuvent être diminués parce que justement, on va agir en favorisant la diurèse, en favorisant cette voie-là, hein, en bloquant la néprilysine qui dégrade ces peptides natriurétiques, on va avoir plus de diurèse. Et donc, on va pouvoir diminuer les doses de diurétiques. Et puis, ce qui est important, c'est que les doses de ce médicament, sacubitril valsartan, qui est l'Entresto, hein, vous avez l'emballage qui vous est montré ici, ces doses sont toujours exprimées en mélange des deux molécules. Vous avez 49 mg de sacubitril et 51 mg de valsartan
C'est pas deux principes actifs qui sont séparés, ils ont été co-cristallisés dans une molécule qui s'appelle sacubitril/valsartan, et donc du coup qui est incorporée telle quelle dans les comprimés. Et c'est pour ça qu'en Suisse, la dose, elle est exprimée sous forme de 100 mg et pas sous forme de 49 plus 51. Mais il y a d'autres pays en Europe où on a les deux principes actifs dont les dosages sont exprimés séparément. Ça va vraiment dépendre des pays. En Suisse, on a la dose de l'addition des deux principes actifs. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'il y a d'autres lignes de traitement? Eh bien, il y en a deux, et je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails. Vous avez l'ivabradine, qui va être un ralentisseur du nœud sinusal, très spécifique, c'est le Procoralan, qu'on donne aussi dans l'angine de poitrine. Je ne sais pas si ce médicament est sur votre liste. C'est un médicament qui est assez peu utilisé. Et puis vraiment, là, il est utilisé uniquement s'il y a une tachycardie sinusale qui accompagne l'insuffisance cardiaque. Autant vous dire que la plupart des patients en insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection abaissée ont des doses les plus hautes possibles de bêta-bloquants. Donc ils ont tous des fréquences cardiaques qui sont très lentes, qui sont autour des 55. Donc c'est très rare qu'on soit au-dessus de 70, mais c'est vraiment chez certains patients qui auraient peut-être un défaut au niveau du nœud sinusal et qui auraient une fréquence cardiaque qui reste très élevée malgré des doses maximales de bêta-bloquants. Chez ces quelques patients-là, oui, on pourrait ajouter un petit peu d'ivabradine. Il y a des patients qui sont tachycardes en insuffisance cardiaque. La plupart de ces patients-là, c'est à cause d'une fibrillation auriculaire. Donc ce n'est pas une tachycardie sinusale. L'ivabradine ne va pas du tout fonctionner si la fréquence cardiaque élevée elle est liée à des foyers ectopiques qui sont dans les oreillettes. Si ça ne vient pas du nœud sinusal, ça ne va pas fonctionner. Et puis l'autre traitement qui est de troisième ligne également, c'est pour des patients qui ont un QRS qui est large. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas un traitement médicamenteux, c'est un traitement avec un pacemaker en fait de resynchronisation des deux ventricules parce que quand on a un QRS large, c'est que vous avez les deux parties, les deux ventricules qui vont pas se contracter de manière synchrone. Il y en a un qui va se contracter avant l'autre et ça vous fait du coup un QRS qui est très large, qui dépasse 130 millisecondes. Et donc là, on a des bénéfices d'aller resynchroniser électriquement ces deux ventricules avec un pacemaker. Mais ça, c'est quelque chose qui ne concerne pas du tout les pharmaciens. Et puis enfin, on a quelques médicaments qui vont faire que diminuer les symptômes. Si le patient il a ces trois lignes de traitement qui ont été successivement mises et qu'il est toujours symptomatique, ça ne va pas diminuer la mortalité, mais ça va peut-être diminuer ses symptômes. On pourrait lui donner par exemple de la digoxine. Donc la digoxine, c'est un médicament, vous l'avez vu en pharmacologie et en pharmacologie des antiarythmiques. C'est un médicament qui a une marge thérapeutique étroite, qu'on peut utiliser dans la fibrillation auriculaire, je vous en avais parlé. Et puis la dose va dépendre beaucoup de la fonction rénale, du poids, des interactions avec les inhibiteurs de la P-glycoprotéine. Et donc, il y a une grande variabilité inter-individuelle, et donc il va falloir mesurer les taux plasmatiques pour s'assurer qu'on n'est pas toxique avec ces médicaments. Les signes d'intoxication de la digoxine, il faut les connaître. Vous les avez probablement vus en pharmacologie, mais c'est quelque chose qui est très important pour le pharmacien. On va avoir des arythmies cardiaques, plutôt des bradycardies sinusales ou des blocs atrioventriculaires. Je vous rappelle que la digoxine, elle est dromotrope négative, donc elle va diminuer la conduction cardiaque au niveau du nœud atrioventriculaire. Et puis, il peut y avoir paradoxalement des tachycardies ventriculaires avec des foyers ectopiques qui se développent sous digoxine. Au niveau digestif, on a des nausées, des vomissements. Et puis quelque chose d'assez typique de la digoxine, c'est des atteintes du système nerveux central, notamment des halos colorés, plutôt de couleur jaune. Peut-être vous savez que Van Gogh prenait de la digitale et qu'on pense que beaucoup de ces tableaux qui sont jaunes ont été inspirés par justement des surdosages de digoxine où Van Gogh voyait des halos colorés plutôt de couleur jaune. On revient à notre cas clinique. On a Monsieur PG qui revient à la pharmacie et cette fois il se plaint d'une douleur intense au gros orteil de son pied gauche. Son médecin a posé un diagnostic de goutte
Et donc là, il a tout son traitement de l'insuffisance cardiaque qui est optimalisé. Et là, on cherche une molécule à lui introduire pour traiter sa crise de goutte. Alors, est-ce que c'est mieux de donner de l'allopurinol qui va bloquer la synthèse d'acide urique, hein, qui est ce qui va précipiter en fait dans les articulations et puis générer la goutte. On va donner un anti-inflammatoire non stéroïdien comme l'ibuprofène. On va donner un corticoïde comme la prednisone. Ou on va donner de la colchicine. Alors la bonne réponse, ça va être la colchicine. Ce n'est pas toujours le cas. La colchicine, elle s'accumule en insuffisance rénale. Donc si Monsieur PG avait une insuffisance rénale, on n'aurait pas été très à l'aise pour lui donner de la colchicine si cette insuffisance rénale avait été sévère. Mais on va voir que les autres médicaments ne sont pas indiqués. L'allopurinol, c'est un médicament de la goutte qui va prévenir la synthèse d'acide urique et qui va prévenir les crises de goutte. Mais en aucun cas, il n'est capable de traiter une crise de goutte. Donc là, vous n'êtes peut-être pas censé le savoir encore. C'est quelque chose que vous allez voir probablement dans une autre capsule. L'ibuprofène, c'est un anti-inflammatoire. Les anti-inflammatoires sont contre-indiqués en insuffisance cardiaque. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire une rétention hydrosodée et donc du coup ils vont péjorer le tableau de l'insuffisance cardiaque, ça paraît logique. La prednisone, c'est la même chose. La prednisone, ça augmente la rétention hydrosodée. Et donc, alors c'est pas contre-indiqué en insuffisance cardiaque, mais ça va pas être une molécule de très bon choix. Par contre, la colchicine, finalement, ça pourrait être correct. Alors, c'est un médicament à marge thérapeutique extrêmement étroite. Il y a un suivi très très serré à faire, notamment de l'arrivée de diarrhée, qui est un signe qu'on arrive à des effets indésirables et qu'on arrive à un surdosage. Mais la colchicine, c'est vraiment un médicament à manipuler avec une très grande précaution. Mais là, pour le coup, ce serait probablement la meilleure solution chez ce patient. Donc là, c'est une petite diapositive pour vous indiquer les facteurs qui peuvent aggraver une insuffisance cardiaque. Et notamment dans les facteurs aggravants, il y a des médicaments qui doivent être évités ou à utiliser avec grande précaution chez les insuffisants cardiaques. C'est quelques exemples, ce n'est pas exhaustif. Alors comme je l'ai dit, il y a les AINS, il y a les corticostéroïdes, il y a les thiazolidinediones, c'est une classe d'antidiabétiques qui peuvent aggraver une insuffisance cardiaque. C'est les molécules qui finissent par le suffixe glitazone, si jamais. Certains antiarythmiques, la plupart des antiarythmiques peuvent aggraver une insuffisance cardiaque. La seule qui ne l'aggrave pas, c'est la myodarone. C'est d'ailleurs pour ça qu'on donne beaucoup cet antiarythmique-là, par exemple dans la FA, dans la fibrillation auriculaire, si on veut aller sur du rythme contrôle. Alors je vous ai dit la dernière fois qu'on allait plutôt sur le rate control, plutôt sur le contrôle de la fréquence, mais enfin si on doit aller sur le contrôle du rythme, comme beaucoup de patients qui souffrent de fibrillation auriculaire sont insuffisants cardiaques, eh bien ça va être l'amiodarone, le médicament de choix, parce qu'elle n'aggrave pas l'insuffisance cardiaque. Les bloqueurs des canaux calciques sont contre-indiqués en insuffisance cardiaque parce qu'ils sont inotropes négatifs, comme les bêta-bloquants, et en plus ils n'ont pas les bénéfices à long terme des bêta-bloquants. Donc vraiment, diltiazem, verapamil, on fait une grosse croix dessus chez les patients en insuffisance cardiaque. Il faut faire attention aux médicaments qui peuvent augmenter la kaliémie, par exemple le trimétoprime. Vous avez trouvé dans le mélange trimétoprime sulfaméthoxazole. Le trimétoprime va augmenter la kaliémie. Vous avez également les héparines qui vont augmenter la kaliémie. Et attention aux interactions avec la digoxine, ça fera l'objet d'un autre cours. Voilà, peut-être juste encore un mot sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. En fait, ça c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de traitement spécifique. Vraiment, contrairement à l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ABC, où là on a bien compris la physiopathologie de ce cercle vicieux et on arrive vraiment à agir à plusieurs endroits de ces différents systèmes homéostasiques qui deviennent délétères et qu'on arrive du coup à contrecarrer avec ces médicaments. Là, dans l'insuffisance cardiaque diastolique, fraction d'éjection préservée, on ne sait pas très bien quelle est la cause. Alors c'est plutôt en général l'hypertension avec cette hypertrophie du ventricule et donc on va
l'objectif, ça va être vraiment de traiter les causes de cette insuffisance cardiaque. Donc, on va vraiment essayer de traiter l'hypertension, avoir une hypertension qui est bien couverte. Ça peut aider un peu dans l'insuffisance cardiaque, mais sinon, le seul et unique traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, ça va être les diurétiques. Hein. C'est le traitement des symptômes. Les diurétiques, je ne vous l'ai pas dit au début, mais c'est écrit sur le schéma qui est là. Les diurétiques ne vont pas diminuer la mortalité dans l'insuffisance cardiaque, ils sont là, les diurétiques, ils vont diminuer les symptômes uniquement. Contrairement à tous ces médicaments-là, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ABC, qui vont diminuer la morbidité et la mortalité. Les diurétiques, c'est que sur les symptômes, mais c'est déjà pas mal. Et donc là, ça va être vraiment la pierre angulaire du traitement de l'insuffisance cardiaque diastolique, ça va être les diurétiques. Voilà, un mot encore sur la décompensation cardiaque. Donc la décompensation cardiaque, vous l'avez vu sur le schéma, quand vous avez une péjoration progressive de la fonction cardiaque qui est ponctuée de détérioration très aiguë de la fonction cardiaque qu'on appelle décompensation cardiaque ou exacerbation de l'insuffisance cardiaque. Et donc très souvent, ça mène à une hospitalisation ou à une visite non prévue chez son médecin. Ça va augmenter la mortalité et puis augmenter les réhospitalisations. Donc, comment ça se présente, la décompensation cardiaque? On a plusieurs symptômes. Je dirais les deux symptômes principaux, c'est la, l'œdème pulmonaire, donc la dyspnée, l'orthopnée qui s'est vraiment péjorée. Et puis, le patient, on dit qu'il a de l'eau dans les poumons. Ça, c'est un des symptômes. Et puis l'autre symptôme, c'est l'hypotension, qui est vraiment liée au cœur qui ne pompe plus suffisamment fort pour envoyer le sang dans les tissus. Et puis là, on va avoir une diminution euh, de l'oxygénation des tissus, une hypoperfusion, avec des extrémités froides. Le patient va avoir une oligurie, c'est-à-dire qu'il va émettre peu d'urine, il va commencer à devenir confus. Et donc, on va voir les tensions vont devenir de plus en plus pincées, comme on dit, c'est-à-dire que la tension artérielle systolique et diastolique seront très proches. Ça, c'est en fait le signe que la pompe fonctionne vraiment, vraiment très mal. Donc, en fonction de ces deux symptômes, on va parler d'insuffisance cardiaque plutôt humide quand on parle de l'œdème pulmonaire. Et puis, disons si le patient reste bien perfusé, eh ben, on va parler de humide chaude. Par contre, si le patient a une hypoperfusion, on va parler d'insuffisance cardiaque, de décompensation cardiaque euh, sèche, froide. Sèche parce qu'il n'y aura pas d'œdème pulmonaire et puis froide parce que les extrémités de ses doigts seront froides. Et puis on peut avoir les deux symptômes qui sont surajoutés, qu'on appelle en fait cold wet, donc humide et froide. Et en fonction de ces différents symptômes, on ne va pas utiliser les mêmes traitements. Donc la décompensation cardiaque que nous on voit dans les étages de médecine interne, c'est vraiment plutôt chaude, humide, c'est-à-dire que le patient il reste relativement bien perfusé, la fonction de pompe cardiaque elle est quand même encore suffisamment là pour permettre la perfusion des tissus. Par contre, il y a surtout un gros œdème pulmonaire. Et ça, on va le traiter avec des diurétiques, éventuellement des vasodilatateurs, mais ça c'est déjà plus une prise en charge de soins intensifs. Et puis si on a un patient qui est hypoperfusé, qui a vraiment des signes d'hypoperfusion, à ce moment-là, c'est vraiment obligatoirement traitement en unité de soins intensifs. Et c'est là qu'on va utiliser les produits inotropes que vous avez probablement vus dans vos cours de pharmacologie, notamment la dobutamine, qui est un bêta-1 stimulant, donc qui va augmenter la force de contraction du cœur et la fréquence cardiaque. Et ça, c'est vraiment le contraire du bêta-bloquant, si on veut. Donc, souvent, les bêta-bloquants vont quand même devoir être suspendus. Si on ne les suspend pas et que le patient est toujours sous bêta-bloquant, on ne peut pas lui donner de la dobutamine parce que on ne peut pas agir sur des récepteurs bêta qui sont bloqués.
Donc on va aller sur la myrinone qui a un mécanisme d'action complètement différent. Et puis qui est également un inotrope qui va aussi augmenter la force de contraction du cœur. Donc voilà, je vais en rester là pour ces traitements inotropes. Je vais surtout vous parler des diurétiques parce que c'est les traitements qu'on utilise dans la plupart des décompensations cardiaques dans les étages de médecine interne. Et puis donc les diurétiques de Lens vont être vraiment la pierre angulaire du traitement en diminuant la précharge et puis en diminuant rapidement la congestion pulmonaire et systémique. Et donc ces diurétiques de Lens, ça va être le furosémide qui va être le plus utilisé. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir une administration par voie intraveineuse. Quand on a une décompensation cardiaque importante avec beaucoup d'œdème, on parle beaucoup de l'œdème pulmonaire, on parle beaucoup des œdèmes périphériques, mais il faut savoir qu'il y a aussi de l'œdème à d'autres endroits, notamment autour du tube digestif. Et un œdème autour du tube digestif vraiment va altérer l'absorption des médicaments péros, et c'est pour ça qu'on est vraiment obligé de donner le furosémide en IV. Et puis combien est-ce qu'on va donner? On va donner la dose que le patient reçoit habituellement, et on va doubler la dose. Parce qu'on est en exacerbation, donc on double la dose. Là, typiquement, pour les patients qui sont déjà sous furosémide, en fait, on va garder la même dose qu'ils ont orale et on va la mettre en IV. Par exemple, le patient, il a 40 mg de furosémide oral, et ben on va lui donner 2 fois 20 ou 1 fois 40 de furosémide IV, parce que je vous rappelle que le furosémide IV a une biodisponibilité qui est 2 fois meilleure que le furosémide oral. Donc là, on garde la même dose, mais en IV, ce qui double en fait la dose par rapport à l'effet. Et c'est ça qu'on fait au niveau de la posologie. Ça peut arriver, ensuite on va ajuster les posologies. En général, on va augmenter pour être sûr que les œdèmes soient vraiment bien traités. Et c'est là où on va avoir ce bilan hydro-urinaire qu'on va faire et qu'on va espérer négatif. Et au bout d'un moment, ça arrive que des patients deviennent résistants aux diurétiques de Lens. Ça marche plus, on a augmenté les doses vraiment à des doses très élevées et ça fonctionne pas. Et en fait, le seul moyen de s'en sortir à ce moment-là, c'est d'ajouter un thiazide. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. On le donne 30 minutes avant. Et comment ça marche? Eh bien, vous avez ici le mode d'action des diurétiques de Lens qui vont bloquer la réabsorption du sodium et de l'eau au niveau de l'anse de Henle. Mais vous avez au bout d'un moment une compensation qui fait que les ions sodium vont se faire réabsorber. Tous ceux qui n'auront pas été réabsorbés ici vont se faire réabsorber plus loin au niveau du tubule contourné distal. Et de donner un thiazide ici, ça va faire décompenser cette adaptation du néphron aux diurétiques de Lens. Et donc on va restaurer l'effet des diurétiques de Lens en donnant en même temps un thiazide qu'on va donner 30 minutes avant pour être sûr qu'il agisse bien quand on donne le diurétique de Lens. Et donc qu'est-ce qui va se passer? C'est très efficace, hein. C'est un cocktail explosif au niveau de la diurèse, donc il faut être très très prudent. On le fait vraiment qu'en milieu hospitalier, où on peut vraiment suivre le patient au niveau de ses électrolytes, au niveau du volume et puis au niveau de la fonction rénale. Et donc le thiazide qu'on va donner, de premier choix, ça va être la métolazone, qui est quand même le plus efficace. Après, on peut éventuellement donner de l'hydrochlorothiazide, qui est un thiazide qui est plus connu, mais qu'on donne en principe dans l'hypertension. Mais ça marcherait aussi très bien avec l'hydrochlorothiazide. On a plus l'habitude, nous, d'utiliser de la métolazone, qui en plus est un thiazidique un peu plus puissant. Voilà, donc ça c'était vraiment la parenthèse décompensation cardiaque. J'en ai fini avec ce cours. J'ai dépassé un petit peu le temps, je m'en excuse et je vous remercie de votre attention.